Bonjour. Alors voilà, ça faisait longtemps que je voulais parler de manipulation, que ce soit en amitié ou en relation. Et puis j'avais la flemme d'écrire parce que ce serait assez long. Donc je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire ça sous un format audio. Alors donc j'ai parlé de manipulation. Alors il y en a qui parlent de perversion narcissique. Je sais pas exactement ce qu'il y a derrière ce terme. C'est vrai que c'est beaucoup utilisé. J'avoue que j'ai pas fait de recherche parce que flemme. Mais grosso modo, je préfère parler de manipulation toxique. Alors pour vous faire un peu le topo, je vois ça plutôt d'une certaine façon, c'est-à-dire que pour moi il y a trois types de manipulation. Il y a les manipulations qu'on utilise tous les jours pour s'arranger un peu la vie. Tout le monde utilise des petites choses, même des fois inconscientes, pour que telle ou telle personne veuille bien accepter de faire ci ou de faire ça, ou j'appelle ça la manipulation basique, on va dire utile. Il y a un peu la manipulation plutôt malsaine. Là c'est plus que juste s'arranger pour qu'une personne vienne nous aider à déménager. Donc j'appellerais plutôt de la manipulation malsaine. C'est-à-dire que c'est comme l'autre, elle est utile pour la personne qui le fait, mais elle est aux dépens des autres et elle va un peu plus loin. La frontière, elle est pas très bien définie parce que ça va dépendre de l'éthique des personnes, de savoir si on est sur de la manipulation vraiment utile ou si on est sur de la manipulation qui est vraiment malsaine et qui est là pour imposer des choses aux autres. Et la troisième, celle que la plupart des gens appellent perversion narcissique. Comme ce terme-là, j'aime pas trop l'utiliser, en me disant qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond derrière ce terme-là. J'ai pas forcément lu ou vu beaucoup de choses à ce sujet qui soient vraiment claires, déterminées, et c'est pas mon domaine en fait. Donc moi je parle plutôt de manipulation toxique, parce que on ne peut pas nier qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin, je pense, de contrôler l'autre, au point de devenir effectivement toxique pour l'autre. Et donc voilà, c'est de ce type-là de manipulation que je veux parler, puisque en fait c'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré dans mes débuts de relations, dans certaines relations que j'ai pu avoir. Et voilà, et donc j'ai remarqué des choses qui étaient similaires dans les différentes relations que j'ai eues avec différentes personnes qui en fait avaient toujours le même type de fonctionnement, et j'avais envie de vous en faire part. La première chose que j'ai remarqué, c'est que quand je suis au début d'une relation avec une personne que je pense manipulateur ou manipulatrice toxique, c'est que il y a plusieurs étapes en fait. Il y a toujours le même continuum qui s'empire et qui s'empire, mais qui part vraiment, qui d'entrée de jeu part de quelque chose qui ressemble presque à un rêve. C'est on rencontre la personne et puis elle a l'air vraiment chouette, sympa, ça se passe bien, on s'entend bien. Il y a jamais, il y a un respect fou, il y a une complicité. Il y a tout ça qui coïncide en fait, et c'est limite trop beau, et on se dit Disney a bien fait son travail, ou même pas que Disney, mais un peu tout ce qui est conte de fées, et on se dit c'est peut-être possible de rencontrer une personne avec qui c'est incroyablement fou, et qui serait la bonne personne. C'est souvent comme ça que je l'ai perçu, en me disant cette personne-là, ça va durer super longtemps, et ça me plaît vraiment. C'est, voilà, il n'y a pas que la complicité, il y a aussi le fait que sur les principes, la personne en général, en tout cas pour celles que j'ai rencontrées ces dernières années, puisque mes valeurs se sont beaucoup plus imposées maintenant, ont souvent des valeurs qui vont dans mon sens. Ça m'étonnait toujours parce que je me dis mais c'est dingue qu'une personne soit vraiment... c'est dingue qu'une personne puisse autant coller à mes valeurs. Donc ça commence comme ça. Ça crée tout de suite un attrait, on est dans la NRE, donc l'énergie de nouvelle relation. On se dit waouh, ça se passe bien, donc forcément ça va donner envie de discuter encore plus avec la personne, de la voir encore plus, et c'est là qu'arrive la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la prise de place dans l'emploi du temps. Alors que ce soit une personne qui habite pas loin ou une personne qui habite très loin, parce que j'ai connu ça avec des personnes qui étaient plutôt éloignées géographiquement. Ça commence avec des messages, après souvent c'est des coups de fil, ou alors des messages vocaux soit sur WhatsApp. Pour quelque chose de plus vieux, c'était MSN, tout le temps, voilà, dès que t'es connecté, un petit message, machin. Et c'est toujours la personne qui vient vers toi. De ce que j'ai constaté, c'est ce qui m'a fait aussi noter ça comme étant une des étapes, c'est la personne vient vers toi. Et crée cette dépendance, et tu te dis, mais cette personne est vraiment intéressée par moi. Et en plus,
plus, ben, elle colle à mes valeurs. Je reviens à la première étape. Hein. Et donc, je te dis, c'est chouette. Le problème, c'est que il y a 2 temps à cette étape-là. Il y a le temps de la personne vient vers moi, je lui réponds. Et après, il y a la création. Du coup, ça crée une forme de dépendance, ce qui fait que il y a plusieurs choses. Soit quand la personne appelle, et même si c'est pas le moment, si tu lui dis que non, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a une personne, par exemple, où je lui ai dit non, écoute, ce soir là, je peux pas. Je te laisse, bonne soirée. La personne se braque. Ou alors, par exemple, dans le cas de messages vocaux sur WhatsApp, ce qui donne quand même un peu plus de temps pour écouter et répondre. Envoie le message, on a envie de l'écouter, on a envie de répondre tout de suite. Moi, je suis assez impulsive. Je préfère répondre tout de suite. Et le truc, c'est que, même en exprimant mon besoin, en disant, écoute, là, j'écoute de la musique, je peux pas couper ma musique toutes les 3 minutes pour te répondre. Ou alors, écoute, là, je suis en vocal avec des gens sur Discord, sur Skype, sur ce que tu veux. Et c'est pénible parce que ça coupe la conversation. Enfin, je peux pas écouter tes messages, il faut que je coupe le micro, il faut que j'écoute, et après que je revienne dans la conversation, c'est assez pénible. Malgré le fait d'avoir exprimé ça, la personne continue. Et donc c'est une sorte de colonisation de ton temps, qui va même plus loin. Moi j'ai eu le cas où la personne me dit tiens, c'est sympa ça. Moi je lui ai montré un truc, je lui ai dit ça pourrait être marrant de répondre à ces questions, genre un petit test banal, et la personne me dit ça pourrait être marrant qu'on y réponde ensemble au téléphone et tout. Et je lui dis ouais mais non, laisse tomber, c'est trop long. Il y avait une 60aine de questions, en plus c'est pas des petites questions, donc je lui dis laisse tomber, c'est trop long, mais on peut faire ça quand on se voit, ou on peut faire ça à un autre moment. Il était genre pas loin de minuit quoi. La personne me dit vas-y, on en fait que quelques-unes et tout, et n'a pas entendu le non, n'a pas entendu le c'est trop long, parce que j'ai déjà répondu à ces questions avec des autres amis. Et en fait on s'aide quand même, parce qu'il y a toujours ce côté c'est une nouvelle relation, le coup de fil se fait et ça dure 8 heures. Et avec plaisir, hein, je veux dire, c'était super agréable de faire ça avec cette personne. Et voilà, et ça me plaisait bien d'avoir cette personne dans ma vie et d'avoir cette discussion-là. Mais on s'est retrouvé à un moment où je vais me coucher à 1h du matin, j'en suis arrivée à je vais me coucher à 7h du matin. Et là, on se dit, non, ça va pas. Ensuite, il y a eu le cas de, moi personnellement, je sais que je peux voir des personnes X fois dans la semaine, que au-delà c'est trop pour moi, et donc la personne me dit, sans forcément que je lui expliquais ça, me dit ouais, moi ce qu'il me faudrait, je trouve que se voir 2 fois dans la semaine c'est bien. Et là, je me dis mais un coup le week-end, un coup la semaine, et moi je suis blindée, je peux plus voir personne. Surtout que je suis une personne assez entourée, donc c'est très difficile de voir tout le monde. Et je me suis dit waouh, une relation qui me prend tout le temps disponible, ça va être compliqué quoi. Donc se dire bon, parce que c'est vrai que voilà, on était en début de relation, on s'est vu justement 2 fois la semaine, et il semblerait que ce rythme était presque bien pour elle, et que il aurait fallu un poil plus. Et là, ça commence à faire beaucoup en fait. C'est déjà le temps de libre par message, par coup de fil, par WhatsApp qui commence à être blindé. C'est en plus de ça le temps en physique qui doit être plus que ce que je peux. Et ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé sur plusieurs relations comme ça. Il y a une autre chose encore. Dans la prise de place sur l'emploi du temps, il y a aussi, je décide de quand on discute de quoi. Il y a une personne avec qui nos relations commençaient où il y a eu une petite prise de bec, enfin petite. C'était des reproches, mais ça fait partie des autres points que j'ai envie d'aborder, donc je vais pas rentrer dans ce détail. Mais grosso modo, qui me balance un truc à 11h du soir ou minuit, je sais plus. Et que quand je veux lancer la conversation en mode on règle le souci maintenant, j'ai un ami qui me disait franchement, s'il y a une règle à avoir en couple, c'est s'il y a un problème, tu le règles avant d'aller te coucher. Et quitte à ce que ça dure jusqu'à 4h du matin, tu le règles. Comme ça, c'est fait. Comme ça, le lendemain, tu te lèves et puis c'est bon. Et donc, j'étais un peu dans cette optique-là parce que oui, j'écoute quand même les conseils de mes amis, hein. Et donc, je me suis dit que c'était pas déconnant. Et je me suis dit, on règle ça maintenant, quoi. Sauf que, la personne a décidé que c'était pas le moment, qu'elle avait pas forcément envie de le faire maintenant, alors que c'est elle qui a apporté le sujet, et que c'est elle qui est venue avec ses reproches et dire tu te comportes comme ça. Alors, à tort ou à raison, c'est pas tant le problème, c'est surtout tu me reproches quelque chose, attends-toi à ce que je veuille le comprendre, attends-toi à ce que je veuille soit te dire pourquoi j'ai réagi comme ça si j'ai une raison de le faire, soit te dire j'aimerais comprendre comment tu l'as ressenti, comment t'aurais réagi à ma place, qu'est-ce que t'aurais préféré avoir,
comme réponse ou comme réaction, ou qu'est-ce que j'ai dit qui t'a vexé, ce qui me paraît logique. Et du coup, la personne décide que c'est plus le moment, alors c'est le début d'une crise, en mode on essaie de s'expliquer les choses, il y a du reproche. Moi je me retrouve ultra à fleur, et la personne dit non en fait, donc moi je me retrouve à cogiter ça pendant 1 heure, et une heure, je sais pas, moi, ça a duré une bonne partie de la soirée, d'autant que j'étais déjà au lit, et le lendemain, c'est l'attente d'un message, on se réveille, ouais, peut-être que la personne n'est pas encore réveillée, on regarde son téléphone, ok, on regarde son téléphone arrivé au boulot, ok, pas de réponse. Et en fait, au moment où on a laissé ça de côté parce qu'on est vraiment dans son taf et qu'il est 11h, donc juste un peu avant la pause de midi, en plein milieu de journée, bonne grosse journée de boulot, on reçoit un message avec c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, bon maintenant on peut en parler si tu veux. Ah bon, si je veux. En fait, moi je t'ai exprimé le besoin d'en parler hier soir et de finir cette histoire. Quitte à dire ok, on en parle demain soir, là c'était juste non, pas maintenant. Donc je me suis retrouvée un peu esclave de ces envies de quand est-ce que j'ai envie d'aborder les choses. Et donc ça c'est aussi quelque chose qui, du coup, j'ai constaté sur plusieurs relations, cette sorte de mainmise sur un emploi du temps. Il y a vraiment cette notion je suis prioritaire dans ta vie, je suis prioritaire dans tes pensées, je suis prioritaire dans ce que tu fais. Justement, cette notion d'emploi du temps, elle est super importante. Parce que c'est comme ça, je pense qu'on se retrouve dans une relation qui est très violente. Là, on est clairement sur une violence mentale. Ça, c'est déjà la deuxième étape. Je vais aborder le troisième thème, c'est plutôt les idées qui sont mises dans la tête. Moi, je suis une personne qui est assez affirmée dans ce que je veux pas. Le fait est que c'est que je suis quand même très manipulable. Et je pense que c'est un des points qui fait que je tombe souvent sur ce genre de personnes. Vient le moment de qu'est-ce que je te mets comme idée dans la tête. Déjà, la première chose, c'est ce qui devrait me plaire. C'est-à-dire que la personne me dit « Mais moi, je pense que tu aimes bien ça. » Ou « Je pense que tu n'aimes pas ça. » Et en vrai, les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, je dis pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, voilà. Ça va en étonner certains et certaines, mais en vrai, quand je suis en début de relation comme ça, je suis plutôt du genre à laisser la personne parler et pas répondre à ses questions. C'est quelque chose que j'ai appris d'une de mes premières relations comme ça, de répondre à des questions par des questions. Enfin là, c'était même pas des questions, c'est non, ça c'est pas quelque chose qui te plaît. Ça, c'est quelque chose qui te plaît. Et ça va assez loin, ça va même dans les orientations sexuelles ou dans ce qui devrait plaire d'un point de vue sexuel, alors que y a que moi qui peux savoir, vraiment. Il y a déjà ce qui devrait plaire, ce qui devrait me plaire, qui est amené pas de façon questionnante, mais vraiment comme affirmation. Et je pense que sur la longueur, les affirmations deviennent une réalité. Ça va être valable pour les 2-3 choses que je vais aborder ensuite. L'affirmation à répétition devient une réalité. Il y a pareil pour ce qui devrait, les gènes que je devrais ressentir, ou ce qui devrait me mettre mal à l'aise. Je vais vraiment prendre l'exemple de la dernière personne que j'ai connue qui était une femme, qui passait son temps à me dire que j'allais être gênée d'être avec une femme, qui a passé son temps à jouer là-dessus, parce qu'on se tient la main dans la rue, parce que si, parce que ça, juste parce qu'on est des femmes, alors que je lui ai dit à plusieurs reprises, mais je m'en fiche royalement en fait. Hormis si je ressens un potentiel danger, là on était au centre-ville, il y a beaucoup de monde, il y a très peu de chances qu'on se fasse tabasser pour ça, d'autant que de par mon physique, on m'emmerde pas, donc je suis assez tranquille de ce côté-là. Mais du coup, la personne a passé son temps à me dire « Ouais, ça te met mal à l'aise, je sais que c'est pas facile, des choses comme ça. » Et j'ai passé mon temps à la rassurer, en fait. Et c'était épuisant. J'ai l'impression qu'elle voulait vraiment que cette gêne, elle soit là. Qu'elle soit celle qui assumait et moi pas. Et je sais pas si c'était un moyen de m'y faire croire à force, ou alors de l'amener par la suite comme étant une réalité, et comme étant un reproche. Un truc du genre « Mais t'assumes pas d'être avec une femme. » Ça fait partie des choses qui sont mises dans la tête, je pense. Alors ça c'est l'exemple le plus frais que j'ai. Les autres relations sont un peu plus lointaines pour que j'ai des exemples. Mais en tout cas c'est aussi une chose que j'ai remarquée. Il y a une autre chose aussi, c'est appuyer sur les stéréotypes pour rappeler que la situation elle est pas habituelle. Ça c'est assez fou en fait. Dans ce billet-là, je vais surtout et beaucoup parler de la dernière relation que j'ai connue, parce qu'il y a des choses que j'ai déjà mis sur le blog concernant une certaine personne, et c'est surtout ce que j'ai pu observer avec cette dernière relation toxique. Donc oui, il y a eu les stéréotypes sur l'hétéro qui m'a assez blasée en fait. Dès que je dis un truc, et même si c'est un truc dit sur le ton de l'humour, avec exprès justement le fait de jouer avec un cliché qu'on retrouve
retrouverait à la télé ou dans des mauvais sketchs d'Elysée Moon, c'est le côté c'est tellement hétéro, c'est le côté rappeler que en fait t'es potentiellement pas bien pour moi parce que t'es potentiellement hétéro et que moi je suis lesbienne. C'était assez pénible. C'était assez pénible parce que je demande à personne de m'expliquer ce que je suis ou ce que je ne suis pas. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est mon orientation sexuelle, il y a que moi qui la connais. Il y a personne d'autre qui peut venir dire tu es ou tu n'es pas ci ou ça. Et d'autant plus que je trouve ça beaucoup plus incohérent de dire, quand on est lesbienne, de venir dire que... Enfin, de jouer sur des stéréotypes contre lesquels beaucoup de personnes se battent pour dire que je suis ou je suis pas lesbienne. Ou, enfin, ce qui n'est pas le cas, mais c'est pas ça qui est important, c'est plutôt... on va pas rentrer dans le stéréotype de la meuf avec la tête rasée. Je critique pas, hein, je juge pas les personnes qui font ça. Je dis juste que pour beaucoup de personnes, la lesbienne, c'est la bûcheronne. Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans le stéréotype ? Non, je pense pas, parce que les lesbiennes, il y en a autant de types qu'il y a de lesbiennes, quoi. Donc, venir m'expliquer que mon comportement est hétéro, c'est venir ajouter ces cases. C'est foutre en l'air un travail qui est fait depuis des décennies par des personnes qui essaient de se défaire des discriminations liées aux stéréotypes. Donc voilà, il y a encore une fois un côté je te mets dans la tête que tu es comme ça, et c'est de l'affirmation, toujours pareil, c'est pas du questionnement, c'est de l'affirmation, et c'est très problématique. Une autre chose qui est mise en tête, c'est encore en 2 étapes, c'est qu'est-ce qui me plaît. Moi, je m'attends à ça, mon besoin c'est ça. Donc ça, c'est quand la personne qui est pour moi une manipulatrice ou un manipulateur toxique vient dire ses besoins, ça, il y a pas de problème. Mais que ces besoins deviennent des exigences. Au début, c'est moi j'aime bien les personnes aux cheveux longs. Ça commence comme ça se dit 2 ou 3 fois en quelques jours, quelques semaines ou j'en sais rien, et ça devient non mais par contre, il y a une seule chose que je te demanderais, c'est de ne pas couper les cheveux. Là, ça commence à être de la possession. Une autre chose, c'est moi j'aime pas trop les meufs qui se maquillent ou qui mettent du parfum. Et après, ça devient une injonction à ne pas se maquiller et ne pas se parfumer. Et en fait, c'est ce qui plaît à la personne chez l'autre, très important, qui devient une réalité chez l'autre. Que limite, il va falloir une autorisation pour se maquiller, pour se couper les cheveux. Il y a un peu la même chose avec ce qui ne lui plaît pas, qu'il va falloir que ça change. Du genre, certaines personnes dans ton entourage, par exemple. Ou alors, ouais, mais t'appelles tes parents un peu trop souvent. Ouais, mais la façon dont tu cuisines ça, c'est pas terrible. C'est toujours d'une certaine façon, c'est-à-dire que ça vient toujours avec quelque chose de positif et après ça devient négatif. C'est beau ce que t'as fait. Plus tard dans la soirée, c'est quand même... c'est beau ce que t'as fait. Une demi-heure après. Quand même, il aurait fallu peut-être les réchauffer avant de les servir. Et une demi-heure ou 1 heure après, la pâte, elle était quand même vachement épaisse. Hein. Et ça finit par... non, mais en fait, je vais t'offrir un rouleau à pâtisserie. Et en fait, le fait d'avoir fait un effort de faire quelque chose se transforme en quelque chose de très lourd et qu'il va falloir que ça change. Pour l'exemple du rouleau à pâtisserie, en fait, faut savoir que donc la personne venait passer la soirée chez moi, j'ai préparé des petites amuse-bouches pour ce matin un film et donc mon rouleau à pâtisserie c'est une baguette de batterie parce que j'ai jamais eu de rouleau à pâtisserie, que le jour où il a fallu que j'utilise un rouleau à pâtisserie et qu'on était un dimanche, j'ai pris ce que j'avais sous la main donc j'ai gardé ma baguette de batterie dans ma cuisine. Et en fait, un baguette de batterie, un rouleau à pâtisserie c'est pas la même façon d'utiliser. Mais bon, tant que ça fait le taf, moi je suis contente d'avoir une baguette de batterie, quoi. Je veux dire, c'est un petit kiff personnel. Et justement, ça s'est passé comme ça. J'avais fait des sortes de ravioles, je les ai préparées la veille. La personne m'a dit oui, il aurait fallu les réchauffer. Bon, à la limite, tu te dis, ok, c'est pas déconnant. Alors je lui demande, tu veux que je réchauffe Non, c'est bon, c'est pas grave, laisse. Elle a dit non. L'étape d'après, c'est de dire que, moi je suis critique, hein. Je suis critique avec moi-même. Je pense que c'est un des autres problèmes du fait de tomber sur ce genre de personnes, de dire... Oui, effectivement, je trouve que la pâte est épaisse. Ben ouais, parce que j'ai du recul sur ce que je fais pour savoir comment je vais améliorer ce que je fais. Et j'ai tendance à le dire à voix haute. Franchement, je pense que ça mériterait un article ou quelque chose à lui tout seul, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Puisque les gens deviennent toxiques par rapport à ça, quand ils voient que tu t'auto-critiques, se permettent de te critiquer. Je pense que ça joue. Et donc du coup, de dire ouais, effectivement, c'est plus épais que ce que je pensais. Enfin, moi j'ai fait une recette, elle ressemblait à un truc, j'ai fait quelque chose qui ressemblait pas du tout. C'est pas ma vie la cuisine. Donc je m'en fous. Mais quand la personne revient 1 heure dessus pour dire que la pâte elle est pas assez, elle est trop épaisse, comme je lui dis en rigolant, ouais, j'ai fait ça avec une baguette de batterie, parce
que c'est ma fierté d'avoir une baguette de batterie. La personne me fait, en fait, je sais ce que je vais t'offrir pour ton anniversaire, un rouleau à pâtisserie. Genre, non, en fait, je suis pas pour le fait de la surconsommation et j'ai quelque chose qui fait l'affaire. Je vois pas pourquoi j'irais prendre autre chose et je lui dis non, c'est pas la peine. Et la personne insiste et je lui dis non, en fait, tu vas pas mettre de l'argent là-dedans, puisqu'à ce moment-là, on était toutes les deux fauchées comme les blés. Et en fait, elle insiste et c'est devenu limite une embrouille. Hein. Et je lui dis mais juste non, en fait. Je comprends pas pourquoi les gens n'entendent pas un non. Je veux dire, c'est la base du consentement, quoi. Une personne te dit non, tu t'arrêtes au premier non. Si la personne doit se répéter, c'est que, quelque part, tu as un comportement de forceur ou de forceuse. Si tu te comportes comme ça, à ce moment-là, comment ça va se passer dans des moments beaucoup plus intimes? Si je te dis non, c'est non. Et vous allez voir par la suite que c'était pas mieux, en fait. Et donc du coup, ça devient des choses qu'il va falloir qu'ils changent. Donc non, je n'aime pas ça dans ta personnalité, le fait que t'aies une baguette de batterie dans ta cuisine. Qu'est-ce que ça change? Je suis pas là pour te cuisiner des petits plats, j'ai fait ça parce que j'en avais envie, et j'ai aucune obligation de le faire, et ça ne te regarde pas en fait ce qui se passe chez moi. C'était un peu tout ça, des choses mises en tête, des petites phrases sur l'avenir. Moi je pense que toi et moi ça va durer au moins 6 mois. Mais là tu te dis, qu'est-ce que t'en sais en fait? Genre tu poses un contrat en fait et j'ai pas trop le choix, ou tu essaies de mettre cette idée dans ma tête. En fait c'est cette notion de je m'immisce dans ta tête, je mets plein d'idées dans ta tête et je vois ce qui germe en fait. Et c'est là où c'est toxique en fait. C'est toxique à partir du moment où la personne s'immisce dans ton libre arbitre et dans ce que tu dois ressentir, dans tes besoins, et outrepasse tes besoins et t'en inventes des nouveaux qui ne sont pas les tiens. Et là, on commence à être à un bon niveau de toxicité. Ensuite vient le rapport à la surveillance. Alors ça, c'est ultra typique. C'est systématique. Toutes les relations toxiques que j'ai eues, il y a eu ça. Il y a la personne qui, à peine arrivée chez toi, chope ton téléphone et commence à lire les messages. Ça, c'était il y a quelques années quand il n'y avait pas les codes sur les téléphones. Ouais, alors les codes, ça change pas grand-chose. Hein. Il y a la dernière en date qui a très vite repéré mon schéma de déverrouillage du téléphone. Elle me fait « Ah, c'est pas une rune ton truc, ton schéma là ?» Et je dis « Mais attends, moi quand une personne commence à regarder des trucs sur son téléphone, ça arrive d'avoir les yeux qui rivent dessus sans vouloir, mais par respect, on essaie, quand on est conscient qu'on est en train de regarder l'écran de la personne, de ne pas regarder. Et surtout de pas essayer de repérer les codes. Ça commence comme ça, repérer le code, ouvrir le téléphone. Ça, on a beaucoup vu ça. Enfin, moi j'ai regardé beaucoup d'émissions à la con sur TF1. Et du coup, j'ai beaucoup regardé les trucs où il est possessif, elle est possessive. J'ai une personne de mon entourage qui a ça, où elle passe son temps, dès qu'elle est pas avec sa relation, à l'appeler pour savoir où elle est, qu'est-ce que tu fais, t'es avec qui. Et ça fait partie pour moi de la toxicité. La surveillance va jusqu'au fait de... Il y a eu le cas d'une personne de mon entourage qui est passée une fois chez moi, qui était dans la voiture. La personne devait récupérer une affaire qu'elle avait oubliée et elle m'a dit je m'arrête, je récupère mon truc et je m'en vais. Je la rejoins sur le parking, je vois la porte de la voiture ouverte et je m'approche en mode hey, salut et tout. Et elle me dit c'est quoi ton adresse? Je la regarde et je vois qu'elle a son téléphone en main, mais cette personne a toujours son téléphone en main, donc je tilte pas. Et là je me rends compte que la personne était en ligne avec sa relation, que c'était sur haut-parleur, parce la personne était en pleurs. J'avais même pas la discrétion de pouvoir parler avec elle en lui disant il se passe quoi. J'ai la certitude que cette personne est dans une relation violente, tant physiquement que mentalement, et la personne, le peu de fenêtres qu'on pourrait avoir pour parler, parce que là ça va pas, il est sous surveillance. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué, vouloir toujours savoir où tu es. Ça commence par essayer de repérer qui t'appelle souvent, essayer de savoir avec qui tu es, et puis avec le temps de toujours vouloir savoir ce que t'as prévu. Il y a ce rapport à la surveillance. Ah ouais, mais je t'ai vu connecté sur truc, machin. La personne dont je parlais, avec qui j'avais un début de relation, savait que par exemple j'étais sur une communauté en ligne. Elle savait que j'étais modératrice de cette communauté en ligne, que c'était une communauté qui est pas très grande en France, en tout cas en francophonie. Il y avait une chance sur 2 en rejoignant une communauté de ce genre qu'elle tombe sur moi. D'autant que c'est sur Discord. C'était un serveur où en plus les modérateurs et les modératrices apparaissent en haut. Et je suis tout le temps en ligne. Je rejoins le serveur, il y a un questionnaire d'entrée. Elle a répondu au questionnaire d'entrée. Il y a déjà une phase où elle a le temps de lire et de voir ce qui se passe. Arrivée sur le serveur, elle commence à discuter avec les gens, et d'un coup elle se casse et elle fait « Ah, j'avais pas vu que Gruz était là ». Ce qui fait que fatalement elle se casse, après avoir discuté avec quelques personnes, que les gens étaient là genre « Ah, elle est sympa, mais pourquoi elle s'est barrée? Mais c'est quoi le problème avec Gruz ?» Et donc du coup je me suis pris des messages en privé en mode « Mais il se passe quoi? C'est qui machin ?»
Mais elle le savait pertinemment que j'étais modératrice sur ce genre de communauté. Elle sait pertinemment que ces communautés, elles se regroupent toutes entre elles. Et elle a forcément vu mon pseudo dans la liste des personnes. Comment ça se fait-il qu'elle ait quand même eu le temps d'y passer quelques heures? Et je me suis posé la question si elle l'a pas fait de sa volonté, à savoir qu'elle est arrivée sur un serveur. Elle serait restée peut-être si j'étais pas dessus, mais que en me voyant, elle soit restée quand même quelques heures. Elle a dit « Ah, j'ai vu une photo que t'as postée dans tel channel et j'ai compris que c'était toi. » Ben ouais, ok. Donc tu t'es pas posé la question avant, en fait. Parce que, mine de rien, c'est des personnes qui sont pas bêtes, hein. Je veux dire, les personnes avec qui j'ai relationné qui étaient toxiques étaient quand même très intelligentes. En tout cas, il y a ce rapport, une forme de surveillance elle a eu accès pendant quelques heures à tout ce que j'ai pu dire, notamment sur elle, puisque en fait, je parle de mes relations sur ce serveur-là. Donc, il y a aussi ça, quoi. Ensuite, le dernier point, et c'est pas des moindres, c'est le fait de s'immiscer dans les autres relations que tu as avec les personnes, d'une manière ou d'une autre. Ça commence par je veux pas rencontrer telle bande d'amis, c'est des milieux qui m'intéressent pas. Si je viens à ta fête, je veux pas que tu me présentes juste comme une pote. T'es pas obligé de dire que t'es ma copine, mais tu me présentes pas comme une pote, je prendrais mal. Et après est revenu le coup du tu devrais être gêné d'être avec une femme. Ça c'était quand même assez récurrent. Et après venir te parler d'une relation que t'as avec une personne. Moi quand je suis amie avec une personne, si je sens pas la personne, je lui dirais écoute, moi je veux pas la voir. Tu fais ce que tu veux. Par contre, tu me mets pas dans la même pièce que cette personne. Ça c'est une chose. Par contre, dire si cette personne, je pense qu'elle t'aime pas. À se mettre entre l'écorce et l'arbre, je supporte pas ça. Ça en général, c'est ce qui fait à coup sûr s'arrêter la relation. Parce que il y a ce côté je te parle de tes potes et je te dis ce que j'ai vu. Mais en fait, si je te le demande pas, tu me le dis pas. C'est jamais quelque chose de ça en fait. On m'a rarement dit des choses sainement concernant une autre personne. C'est arrête de la voir. C'est pas genre t'as remarqué que quand il s'est passé ça, elle t'a dit ça. Je pose ça là. C'est rarement comme ça en fait. Comment je t'explique que ta relation elle est potentiellement toxique pour toi? Est-ce que la personne qui dit ça n'est pas celle qui est toxique en fait? Ou est-ce que c'est pas l'inverse? C'est vraiment un questionnement que j'ai, puisque ça m'est déjà arrivé qu'on me dise ça. Soit je parle avec une personne que je ne supporte pas en lui disant je ne supporte pas la personne parce que si ça, et j'ai pas envie de lui parler. Moi la relation elle se fera pas, il y aura rien c'est une connaissance et puis c'est tout, et puis on va s'arrêter à ça. Et le côté je ne veux pas que tu la vois. On parle de libre arbitre là. Tu peux me dire mais t'as vu à quel point elle est toxique? Je pense que c'est beaucoup dans la façon de le dire en vrai. Ça me paraît assez tricky de savoir à quel moment c'est vraiment pour mon bien ou à quel moment c'est de la manipulation. Je pense que la question se pose systématiquement. J'ai été pote avec une meuf pendant un petit moment où je m'étais embrouillée avec une amie et elle la connaissait aussi et elle me disait régulièrement mais Gruz, est-ce que t'as vraiment envie qu'elle rentre à nouveau dans ta vie? Et dit comme ça, c'était bienveillant, mais avec du recul, en voyant les crasses que cette personne m'a faites, en voyant comment ça s'est passé par la suite, je me suis dit mais en fait, est-ce que les gens font vraiment les choses pour toi? À quel moment une personne est bienveillante pour toi sans qu'il y ait un intérêt pour elle? Parce que clairement, elle voulait pas que cette personne revienne dans son entourage direct. Elle en parlait souvent, elle lançait souvent le sujet sur la table de cette amie-là et est-ce qu'elle était sincère quand elle me disait est-ce que t'as envie de la revoir venir dans ta vie de tous les jours afin de m'éviter des problèmes? Ou est-ce qu'elle a vraiment fait ça parce que pour elle, il y avait un intérêt de ne pas revoir cette personne revenir? C'est la même chose pour une personne qui m'a dit un jour cette personne-là c'est pas ton amie, et je me demande si la personne qui m'a dit ça était vraiment dans l'optique de ne plus croiser la troisième personne. Enfin, on va donner des noms. Deux prénoms bateaux que j'utilise tout le temps, c'est Julie et Nicolas. Il y a Julie qui me dit ouais, mais en fait, Nicolas, c'est pas ton pote, c'est pas ton ami. Grosso modo, Julie n'a pas senti Nicolas et Julie pense que Nicolas n'est pas mon ami. Sauf que Julie ne connaît rien de ma relation avec Nicolas, au même titre que Nicolas ne connaît rien de ma relation avec Julie. Et c'est quand même à se poser la question parce qu'en fait, Julie et Nicolas se sont rencontrés parce que je les ai fait se rencontrer. J'ai invité Nicolas à me rejoindre pour un truc et que Julie était là et que du coup, je sais pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est quand même à se poser des questions. À savoir que si on cumule du coup tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, si on cumule c'est trop beau pour être vrai, cette personne me prend quand même vachement de temps et elle m'impose des choses dans mon emploi du temps. Même si je les veux bien parce que c'est cool et que je m'entends bien avec la personne. C'est toujours relatif quand on commence une relation et qu'on est sur quelque chose où on se sent bien et on se dit qu'on va construire quelque chose avec la personne, on voit pas de la même façon les actes de la personne. Il y a ce filtre qui fait que il me plaît bien, donc c'est pas grave, ça fait du bien de le voir, ça fait du bien de l'entendre. Et une fois qu'on est sorti de la relation, on se dit mais quand même cette personne m'a bouffé en fait. Faut bien rester alerte. Donc je disais sur le côté, c'est trop beau pour être vrai, ça colle vachement à mes valeurs, ou ça colle
vachement sur des points qui sont importants pour moi. Moi, par exemple, je suis passionnée de musique. Une personne qui vient me dire qu'elle adore la musique, ça va beaucoup jouer. C'est ce que m'a fait, par exemple, la fameuse meuf il y a quelques temps, là. Le côté, ah ouais, moi j'adore Mozart, machin et tout, en sachant pas si elle l'a su avant ou pas, mais que Mozart, j'aime bien sa musique. Donc ce côté, c'est trop beau pour être vrai, et c'est limite vraiment trop beau pour être vrai. Y a rien qui couac. Le côté omniprésence dans l'emploi du temps, que ce soit dans les contacts par message, dans les appels téléphoniques, dans les fois où on se voit, toutes les affirmations qui sont faites et qui sont fausses pour beaucoup, où on se dit mais je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle dit là. Tout le jeu de la gêne, tout le jeu de quand la personne dit moi ça me plaît et que ça commence à devenir une exigence, un étau qui se referme. Et tous les faits que mais par contre ça j'aime pas et il va falloir que ça change. C'est un cumul, hein, ça en fait déjà 5. Hein. Ensuite les petites choses de surveillance de la personne et ah oui connaître ton emploi du temps. Ouais parce que c'est très vite allé que j'ai ma répétition d'orchestre. Savoir quand est-ce que c'était, tout le monde ne retient pas, hein, même les personnes les plus proches. Je dois leur rappeler à chaque fois. Les personnes que je vois toutes les semaines, je leur rappelle très souvent quand elles me disent ouais mais on peut se voir tel soir, ah mais ce soir là j'ai ma répétition d'orchestre, ah oui c'est vrai. Du coup que cette personne là au bout d'une semaine sache, enfin de 2 semaines sache déjà que tel soir c'est mon soir de répétition par exemple, ou que tel soir je sais pas moi, tel soir je vais au yoga, ou que le samedi matin je fais tel ou tel truc, ça fait partie de la surveillance. Et puis le fait de donner son avis sur les relations, parce que c'est ce qui fait que souvent on commence à faire couper les relations à la personne, qu'on se retrouve seul face à une personne qui a une emprise totale sur sa vie. Essayer de prendre ce recul sur ces 7 points là, c'est déjà une première chose. Bien sûr on n'est pas toujours alerte, parce que quand on est dans une relation, on a une personne avec qui on s'entend bien, ça nous fait du bien, mais on se rend pas compte qu'il y a une fuite d'énergie quelque part, quoi. Tout ce que je raconte là, ça vaut aussi pour les amitiés, en fait. Il y a des trucs que je vous ai racontés qui étaient plutôt dans une relation amicale. Par exemple, il y a eu le cas de mon ancienne meilleure amie, qui, elle, a fait ça. On a été amis depuis l'enfance. C'était mon seul lien avec ma bande de potes. Quand elle s'est rendue compte que je commençais à avoir des amis vraiment sérieux au lycée, elle a commencé à les critiquer, à me dire « Oh non, tu veux pas encore me parler de machin ?» J'étais en internat, j'étais au lycée, je passais 5 nuits par semaine, voire 6 nuits par semaine en internat. Elle, je la voyais un jour dans la semaine, et encore, fatalement, j'allais lui parler des gens que je rencontrais. Elle, quand elle me parlait de gens que je connaissais pas, je disais rien. C'était au point où elle refusait de voir mes amis, en fait. Il y avait aussi cette prise-là, en fait, ce côté, ouais, c'était une forme de manipulation par l'entourage. Non, les personnes que je vois avec toi, c'est celles que j'ai choisies. J'ai dû la forcer, on devait faire du bowling avec des potes, et elle m'a dit, ça te dit pas, on va faire plutôt les magasins, et j'étais là, genre, non, mais là, en fait, elle est en train de me prendre de mon temps, pour elle, parce que, moi, j'avais la voiture, parce que, voilà, et qu'elle avait rien d'autre à foutre le lundi. Ça s'est transformé, là, 2 jours avant. Ça faisait longtemps que c'était prévu que, tiens, lundi de la semaine prochaine, on va faire du bowling avec mes potes de fac, et que ça s'est transformé en, ça te dit pas, on va plutôt faire les magasins. Ça a été pareil, là, je parle de l'emploi du temps, tiens, je vais revenir sur l'emploi du temps. Ça a été un peu pareil sur, dimanche, moi qui aimais bien les voitures, je l'ai suivi à des trucs, ça me plaisait pas, hein, honnêtement. J'ai passé des soirées ou des après-midi à tenir la chandelle avec son mec de l'époque, ça c'était systématique, avec des potes à elle qui étaient parfois racistes, parfois grossophobes. J'ai supporté ça, mais c'était ses potes à elle, c'est des gens de qui j'avais même pas le numéro. Même la fois où je lui ai dit, tiens, moi j'aime bien les voitures, il y avait une exposition en ville de vieilles bagnoles qui était liée avec le musée de l'auto. C'est un truc qui arrive une fois tous les 10 ans, quoi. Donc tout le week-end, il y avait des voitures qui défilaient dans la ville et tout, c'était sympa. En plein début d'été et tout, en fait, ça s'est transformé, on est allé au zoo, parce qu'elle avait pas envie d'aller voir des voitures. Alors elle aurait pu me dire, j'ai pas envie, et j'y serais allée toute seule, ou j'y serais allée avec mon père, ou j'en sais rien. Mais du coup, il y a ce côté-là, effectivement, où je choisis ce qu'on fait. Quand elle me faisait la gueule, il y avait la moitié des gens qui me faisaient la gueule. C'était assez dur à vivre. Maintenant que j'en parle, maintenant que je me rends compte que j'en parle là-dedans, je me rends compte à quel point elle rentre là-dedans. C'est au point où, effectivement, ce qui lui plaît à elle devient des exigences. À force, on est censé vivre pour cette personne. Là, c'est une relation assez significative et assez longue pour que j'en parle, même si c'était pas une partenaire ou une relation amoureuse. Ça s'est quand même fini sur le fait qu'elle me reproche de pas venir à l'anniversaire de ses potes à elle, alors que moi je lui disais juste, je fête mon anniversaire à tel endroit, t'es invité et tes potes aussi, et ton mec aussi, bien évidemment. J'ai réservé une table à tel endroit, où elle m'a fait tout un foin. Mon anniversaire, il est en début d'année. Il y a un nouvel an, il y a quelques semaines, et après à mon anniversaire. Et en fait,
fait, je l'avais pas vu depuis Nouvel An, mais quand j'étais à la fac, c'était le seul moment où c'était la période des examens, donc je finissais mes examens début janvier, et après j'avais 3-4 semaines où j'avais pas cours, où je pouvais préparer des concours que je préparais depuis quelques mois, et on m'a dit on t'a pas vu à l'anniversaire de Machine. Machine était née en plein milieu du mois de janvier. Non, en fait ça m'intéressait pas, et j'étais vraiment occupée à ce moment-là. Et quand je lui ai dit excuse-moi d'avoir des priorités, elle m'a dit il va falloir revoir tes priorités. C'est-à-dire que il faut que je revoie mon plan d'avenir professionnel, en sachant que c'était le truc le plus important pour moi à ce moment-là, pour venir faire une soirée avec ses copines à elle, avec qui je ne partageais pas plus que salut ça va. On n'était pas du tout faites pour s'entendre. Cette meuf-là, ma meilleure pote de l'époque et moi, on était amis parce qu'on avait passé la maternelle ensemble, on avait fait 10 ans de basket ensemble, c'était autre chose. Elle et moi, on avait une certaine relation. J'ai connu toutes ces histoires sentimentales, elle a connu toutes les miennes, on a passé des années ensemble. Mais ses potes, que je connaissais depuis 3 mois, et 3 mois, je connaissais à peine leur prénom et leur nom de famille. Voilà, quoi, je veux dire, c'était sûrement très sympa, c'était sûrement très cool, mais c'était pas mes potes, en fait. Et donc, du coup, on en vient à ça, en fait. On en vient à, si j'avais pas le caractère que j'ai, je me serais fait bouffer par cette meuf et j'aurais pas fait mes études. Parce que je sais que, et ça, je le sais, parce que ça s'est prouvé à plusieurs reprises, qu'elle avait une certaine jalousie de mes capacités à pouvoir facilement avoir des bonnes notes, et que de me voir travailler en plus de ça, ça l'énervait. Du coup, voilà, on a un cumul un peu de ces choses-là. Par contre, je vais finir sur un peu les points, parce que c'est bien sympa de témoigner de son vécu. C'est encore mieux si on a des tips, et j'ai quelques tips pour vous, pour déceler le problème. En fait, on peut se poser son propre cadre à soi. Ça peut être d'autant plus intéressant de les écrire. La première chose, c'est de savoir quand est-ce qu'on a du temps pour soi. De manière générale, déjà, on a besoin de temps pour soi. Il y a des personnes qui ont besoin de 2 heures par jour pour soi, où il n'y a vraiment aucun contact. Il y a des personnes qui ont besoin le matin qu'on leur parle pas tant qu'elles n'ont pas pris leur café ou leur clope. C'est de savoir, déjà de se questionner de quoi moi j'ai besoin, et quand est-ce que j'ai besoin d'un temps où on vient pas m'emmerder avec des messages. Ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que quand je vois des gens en physique, j'ai besoin, entre le moment où je rentre chez moi et je vais me coucher, j'ai besoin d'un temps où je regarde une vidéo, je mange un truc, je me pose environ une demi-heure, 1 heure avant d'aller me coucher. Ce qui fait que il faut que ce temps-là, il existe. Si la personne a tendance à vous envoyer des messages à ce moment-là, à vouloir vous parler, c'est ce que m'a fait la personne dont je parlais tout à l'heure, qui m'a dit « mais viens, on répond aux questions ». Non, la personne est arrivée vers 23h30 minuit, en sachant que mon objectif c'était de me coucher avant 1h du matin, j'aurais juste dû lui dire je vais me coucher, bonne nuit. C'est là où mentir c'est pas un problème en fait. Soit vous êtes clair avec la personne, c'est là où vous décelez en fait. Soit vous êtes clair avec la personne, vous dites voilà, là il est telle heure, je vais me coucher dans 1 heure, j'ai besoin de mon heure pour aller lire mon bouquin ou pour me mettre un film avant d'aller me coucher, et j'ai besoin de ne pas être dérangée à ce moment-là. Donc je te souhaite bonne nuit. C'est là où on voit si la personne elle essaie de forcer. En fait, si vous vous posez, si vous êtes clair là-dessus, que vous savez que vous avez été clair avec l'autre là-dessus, c'est là que vous verrez si la personne abuse, si la personne est dans le forcing. Ça c'est une première chose, c'est de savoir quel est mon temps pour moi, d'exprimer que ce temps il est pour moi et que je veux être tranquille, de voir s'il y a omniprésence, parce que ça va se vérifier par moment qu'il y a quand même cette omniprésence. La deuxième chose, c'est de connaître ses envies. C'est de savoir, même si c'est pas clair, juste de se dire j'ai envie de quoi et j'ai pas envie de quoi. Ça permet de voir si la personne match sur ces choses-là ou si la personne va carrément à l'encontre de ses envies. Faut pas hésiter à l'écrire. Moi personnellement, j'ai un journal intime, je relis souvent ce qu'il y a dedans, ou alors ça arrive, j'écrive sur une feuille un truc et que je le colle au mur dans un endroit où je le vois souvent, de me rappeler que n'oublie pas qu'en fait tes envies c'est ça. Et si ça change, tu changes la feuille. Tu gribouilles dessus, tu fais ce que tu veux, t'en fais une œuvre d'art si tu veux. Mais que tu sois au clair. Parce que les envies ça change. Les envies ça change et c'est normal en fait. Mais c'est bien de savoir un peu ce dont on a envie et de voir si justement, si la personne essaie d'appuyer ses envies. Je parle des envies vis-à-vis de soi-même, pas des envies vis-à-vis des autres, c'est très important de le préciser. Mais si la personne, elle, vient s'immiscer dans ma relation que j'ai avec mes envies, c'est ce qu'on disait toujours. Moi je vois toujours les choses comme deux boules avec un trou au milieu. Il n'y a pas de liaison entre deux trucs qui passent par autre chose. Et je sais pas si c'est super clair, mais on va dire que quand je fais un itinéraire que je dis
je pars de Paris, je vais à Lille et je m'arrête à Amiens, il y a une relation de mon objectif c'est je vais à Lille et je m'arrête à Amiens, mais Amiens ne doit pas me dire que je vais pas à Lille. C'est complètement débile. Si je m'arrête à Amiens, c'est parce que c'est sur le chemin et que potentiellement j'ai une personne à y chercher ou que je m'arrête pour faire une pause. Il n'y a aucun intérêt à ce que Amiens vienne dévier du chemin de Lille en fait. Ça peut changer le chemin pour y aller, mais on va toujours à Lille en fait. On va pas ailleurs. Faut pas oublier dans une relation que même s'il y a une notion de couple, l'individu il existe encore en fait. Je peux pas être épanouie dans une relation si en fait j'oublie tout ce que je suis pour l'autre. Parce qu'à ce compte-là, je deviens juste une esclave de la relation que j'ai avec la personne. Du coup, j'ai plus aucune volonté et du coup, je perds mon libre arbitre. C'est en ça que la relation est toxique. Connaître ses envies, c'est une bonne chose. Et on peut poser aussi des limites. On connaît ses envies, on connaît aussi ses besoins. Le besoin d'être seul, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport au temps. Le besoin de pas dépasser une certaine heure. Alors ça, je vais vous donner une des raisons qui a fait que ça a pas marché avec la personne dont je parlais tout à l'heure. C'est que, comme j'ai dit, j'ai le besoin de passer 1 heure toute seule, complètement, chez moi. La personne a posé beaucoup de questions sur ma façon de dormir qui m'ont mise mal à l'aise et je me suis dit, de toute manière, on n'en est pas là. On est en début d'une relation. Le jour où on va coucher ensemble ou alors le jour où on va dormir ensemble, il est loin et j'avais été claire là-dessus, de lui dire j'ai besoin de temps. Ça par contre il faudra que tu fasses avec ou sinon tu fais pas. Moi je veux pas qu'on m'impose quelque chose et puis si toi t'es pas en accord avec ça, tu peux pas être dans ma vie en fait. Et donc la personne a passé, elle a passé du temps à me poser des questions sur ma façon de dormir, à me dire moi j'ai besoin de toujours sentir la personne sous ma main quand je dors. J'ai besoin d'avoir toujours ma main posée sur sa fesse. Alors chaque personne a la relation qu'elle veut avec les autres. On parle toujours de consentement mutuel et puis la relation au corps, tout ça. Moi la relation au toucher elle est très importante. Personne qui me dit ça c'est super invasif en fait. Donc qu'elle me dise ça, qu'elle me pose régulièrement des questions sur le fait de comment je dors. Je parle pas tant de si je suis habillée, si je suis pas habillée, mais c'est la position, c'est est-ce que je ronfle, est-ce que je ronfle pas, c'est quelque chose de super intime en fait. Le moment où on dort, c'est le moment le plus vulnérable, c'est de mon point de vue. Mais le fait que j'ai insisté là-dessus, que je sais que j'ai besoin d'être seule, que je sais que je peux pas me coucher tous les soirs à 4h du matin et que je ne veux pas qu'elle dorme chez moi. Il s'avère qu'elle voulait absolument venir chez moi parce que on était fauchés, qu'on pouvait pas passer notre temps dehors parce qu'on était en période d'hiver et que ça fait des trajets avec la voiture. Sachant qu'elle m'a reçu chez elle, je me dis c'est pas si grave, mais quand même, je suis pas à l'aise avec l'idée. Chez moi c'est super intime. J'aime pas faire rentrer des gens que j'aime pas chez moi. J'aime pas faire rentrer des gens où je suis pas sûre chez moi. Puis il y a aussi ce potentiel de si je tombe sur une personne qui en fait est un petit peu psychopathe sur les bords, elle peut venir me retrouver chez moi le jour où ça se passe mal. Genre j'ai aucune protection. Donner mon adresse à une personne c'est déjà compliqué. La laisser rentrer chez moi, voir comment c'est. Chez moi il y a tout qui traîne à droite à gauche. Je sais pas si on va me voler. On m'a déjà volé des trucs donc j'ai pas envie que ça recommence. Elle a insisté, elle veut qu'on se voit et je me dis c'était le week-end avant mon anniversaire. Je lui ai dit je te réponds dimanche. Genre je te dirai dimanche ce qu'il en est. Je me suis engagée, je me suis dit bon là par contre il faut que je m'y tienne parce qu'elle commence à insister. Déjà le fait qu'elle insiste c'est à relever. Je me suis dit bon je peux pas l'avoir le week-end parce que le week-end il y a mon anniversaire. Parce que j'ai pas envie d'être que avec elle pour mon anniversaire. Que je réfléchissais à faire éventuellement une soirée ou quelque chose. Et que quoi qu'il advienne je voulais voir des gens en fait. Autres qu'elle parce que ça faisait 3 semaines je ne voyais qu'elle. Je me suis dit on avait dit qu'on regarderait un film. Je dit bon je la fais venir, je prépare un petit truc à manger comme ça c'est moins cher. Il y avait toutes ces problématiques là. Par contre je peux pas me permettre qu'elle dorme chez moi. C'était un gros danger pour moi dans le sens où j'étais pas à l'aise avec l'idée. Même sur le canapé en fait. Le fait qu'elle soit chez moi et que j'ai pas le temps de décompression avant d'aller me coucher, c'était très important. Et aussi le fait que si elle dormait chez moi, ça allait beaucoup jouer sur mon emploi du temps. Je me suis dit comment je fais. Je me dis je veux pas qu'elle vienne trop tôt parce que moi j'ai du mal avec le tôt, pas qu'elle vienne trop tard parce qu'on va finir tard. Donc j'ai posé un cadre. Je dis ok, je me fais un contrat avec moi-même. Je veux qu'elle parte à 1h du matin. On va regarder un film déjà. 20h c'est bien. 20h, 1h ça fait 5h, c'est génial. Ça laisse le temps de se parler, ça laisse le temps de voir le film, ça laisse le temps de manger un morceau. C'est parfait. Et là donc je lui envoie un message, je lui dis tiens t'as qu'à venir mercredi, je te propose d'être là sur les coups de 20h. On va se poser une limite, c'est que pour pas que ça dure comme à chaque fois trop longtemps, à 1h du matin t'es parti. Elle me dit ok. Je commençais à me dire qu'elle prenait un peu de place. Parce que j'ai déjà eu l'expérience avec d'autres personnes d'avoir toutes ces choses cumulées qui arrivent. Je me dis, ça va être le moment de voir si elle respecte mes besoins en fait. Je lui dis, c'est 1h max. Mais tu ne dors pas chez moi. Je lui ai pas dit comme ça. Non, je lui dis, à 1h on arrête. Comme ça on a une limite. Je me suis dit, si elle me manipule, si elle arrive à faire en sorte de dormir chez moi, c'est qu'elle me manipule. Parce que là, en ayant l'esprit clair, je sais que je ne veux pas qu'elle dorme chez moi. Qu'elle a une bagnole, qu'elle pourra rentrer chez elle, qu'elle boit pas d'alcool. Il y aura aucun problème.
Donc, je suis claire avec moi le dimanche. Elle vient le mercredi. Ça a pas loupé. Ça a été de la culpabilisation. Enfin, ça s'est bien passé au début. Bon, elle vient, on se mate un film, on mange un morceau. Et au bout d'un moment, on a un peu perdu le temps et on se rend compte qu'il est 1h30, quoi. Et moi, ça se fait pas de renvoyer les gens et de leur dire maintenant tu te casses, en fait. Elle m'a fait, mais un foin, mais tout un théâtre. Ouais, mais non, mais comment ça se faire tard, à prendre un thé, à dire ouais, j'ai pris un thé pour que ça aille mieux, mais j'ai pris un cachet, en fait, c'est des cachets qu'il faut pas que je prenne. Elle le sait, mais c'est par rapport à des douleurs. Bon, je remets pas en question le fait qu'elle ait potentiellement des douleurs, qu'elle ait des soucis de santé. Ça je peux pas juger. C'est juste que, en fait, je peux pas faire les choses à sa place. Je peux pas m'organiser à sa place. Elle sait pertinemment que son médoc l'a tué, l'empêche de rouler. Moi, je peux pas le savoir, mais c'est pas à moi d'en payer les conséquences, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à me faire tout un truc. Je suis persuadée, de mon point de vue, que c'était du théâtre, du genre, waouh, je vois des halos de lumière, machin, ça va être compliqué. Elle me disait qu'elle arrivait pas à prendre la route, et je lui ai dit, mais tu vois, ce qu'on peut faire, très simple, hein. Je te propose qu'on s'habille, je t'accompagne à ta voiture, parce que moi, j'ai l'habitude, je roule depuis 15 ans, quelque chose comme ça, et je suis souvent rentrée de nuit, donc je sais que des fois, sortir dans le frais, ça permet de se réveiller et d'avoir juste ce qu'il faut pour rentrer, surtout quand il y a qu'une demi-heure de route. Et quand je lui ai dit ça, qu'est-ce que j'ai pas dit? Elle a commencé à me faire ouais, c'est bon, j'ai compris, genre vraiment reproche. Et j'étais là genre en fait j'étais claire. Dans ma tête je me disais mais j'étais très claire, tu ne dors pas ici, t'es parti à 1h, on a dépassé l'horaire, c'est pas grave, faut que tu te sois cassé là en fait. Je me suis dit s'il lui arrive quelque chose sur la route, j'ai pensé à sa voiture, j'ai vu la taille de sa voiture, j'ai vu la taille d'un camion, j'ai dit si elle se prend un camion, ce sera de ma faute. Et à contre-cœur, je lui ai dit, vas-y, c'est bon, reste, quoi. Sauf que, en fait, madame, je ne peux pas rouler, je peux à peine ouvrir les yeux, a quand même trouvé le moyen de lire un bouquin avant d'aller se coucher. Et elle m'a dit, surtout, c'est juste 1 heure ou 2, le temps de passer le moment de fatigue, et j'y vais. Il était 1h30 du matin. Elle s'est barrée, il était 8h30. J'ai pas réussi à dormir tout ce temps. Et c'est là aussi où la prise sur l'emploi du temps, elle est très très forte. Moi, ça m'indispose. J'en étais au point où j'ai pas laissé les clés sur la porte, parce que, j'ai pas confiance. Je voulais pas qu'elle rentre chez moi, c'est parce que j'avais pas encore confiance en elle. Et que la confiance, ça se gagne. C'est pas quelque chose d'acquis, en fait. Et du coup, avec tout ce qui s'était passé, la confiance, elle avait diminué. Et elle a quand même réussi à s'imposer. Et le lendemain, je lui envoie un message, je me dis, je suis partie, tu dormais? Non, je dormais pas, meuf, je t'ai vu te barrer. Et au final, le lendemain, je lui ai dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir à la situation. Et là, je me suis dit, on va tester, en fait. De une, se libérer l'esprit d'elle parce que son omniprésence va m'influencer, pour savoir si ce qui s'est passé était grave ou pas pour moi. Et en fait, il y a quand même eu des messages épars, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Oui, c'est violent parce qu'en fait, mon besoin, il a pas été respecté. Et c'était très important pour moi. Donc effectivement, ça paraît rien, il y a peut-être des personnes que ça dérange pas. Il y a peut-être des personnes pour qui, ouais, c'est bon, elle a dormi chez toi, c'est pas ouf non plus. Si, en fait, c'était mon intimité. C'est des besoins qui sont pas remplis et qui me pourrissent la vie et je mets plusieurs jours à m'en remettre. On n'est pas tous pareils face à soi-même et il faut comprendre que chaque personne a des besoins très spécifiques, qu'on ne peut pas toujours les comprendre. C'était d'une violence, ça m'a fait réaliser à quel point c'était violent. Ça m'a fait réaliser un dernier truc, et c'est une chose que j'ai pas mis sur ma liste, mais qui est super importante. C'est l'après. Au-delà du fait de revenir sur ce qu'on s'est imposé, donc de savoir si notre temps tout seul y est respecté, de connaître ses envies et de voir si la personne ne sait pas t'appuyer dessus, sans aucune considération de en fait c'est mes envies et que c'est des choses qui sont importantes pour moi dans ma vie et que je peux pas vivre sans, et de voir si les limites qu'on pose sont respectées. Ça peut déborder, mettons une tempête de neige le soir où elle est venue chez moi et en fait la route est impraticable. Ouais, ok, c'est pas grave, tu peux dormir à la maison. C'est une cause extérieure, pas une cause qui vient d'elle en fait. C'est à elle de prendre ses dispositions pour pouvoir prendre la route en fait. C'est pas à moi de le faire. Moi je l'ai fait les fois où je suis venue chez elle. S'il y a plus de tram pour rentrer, et que j'aurais loupé le tram parce que j'ai voulu rester avec elle, c'est tout choix engendre un sacrifice. Je veux dire, je savais bien que je pouvais pas rentrer en tram et que je devais rentrer à pied. J'en étais consciente parce que je suis adulte et que je sais que je prends mes décisions, que l'envie de la voir était plus forte que l'envie de ne pas rentrer à pied. Pour elle, c'était un peu la même chose. Mais meuf, quoi, t'as plus de 30 ans. Certes, tu roules depuis pas longtemps, mais ça change rien au problème. Si tu sais que tu galères à rentrer chez toi, c'est pas parce que j'ai dit 1h que t'es obligé de rentrer à 1h ou après. Tu pouvais très bien dire non, mais à 23h30, moi je suis barrée. Moi je suis pas responsable de ça. J'ai été claire, je t'ai explosé mes choses. Si toi t'es pas capable de le respecter, c'est une chose. Si tu m'avais posé tes limites à toi que si je viens et que je rentre après telle heure, je pourrais pas prendre la bagnole, ok meuf, on se met une alarme. Puis s'il faut que tu sois rentré à 23h, on fera en sorte que. Mais t'as pas été claire, non.
N'hésitez pas à écrire quelque part. Ça aide beaucoup, hein, en vrai, de poser les choses et d'y revenir après pour voir ce qu'on attendait, en fait. Quelles sont nos attentes, quelles sont nos envies, toutes ces choses-là. De manière générale, ça marche bien. Dans une relation, surtout quand on soupçonne que la relation est toxique, c'est d'autant plus intéressant de le faire parce que ça permet de voir à tête reposée comment ça se passe. Parce qu'il y a des personnes qui ont une capacité indéniable à pouvoir retourner le cerveau. Et ça, on le sait tous et toutes. Et si on est conscient ou consciente de cette faiblesse qu'a l'être humain, on peut quand même essayer de combler le truc. Au bout d'un moment, on peut pas continuer à vivre avec toujours avoir les mêmes problèmes dans sa vie. Il faut essayer de les contourner. Il faut essayer de sortir de ces cercles vicieux, en fait. Donc, n'hésitez pas à poser les choses par écrit, même si c'est quelques mots. Les poser dans un coin où vous pouvez revenir dessus et de dire un jour, ah mais tiens, j'avais écrit ça, en fait. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Et ça permet d'être un peu cohérent avec soi-même et surtout cohérent dans ses relations et d'éviter les relations toxiques. La dernière chose dont je vais parler, je vais finir là-dessus, c'est le rapport à ces personnes-là quand on a coupé les ponts. J'ai l'impression que dans leur tête, c'est pas toi qui coupes les ponts, c'est moi qui décide de quand est-ce que j'arrête d'avoir un intérêt pour toi. C'est vraiment un côté, c'est vraiment de la possession. Il y a vraiment un rapport de domination en fait. J'ai l'image en tête, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, l'image de la carte du diable dans le tarot de Marseille. C'est un diable qui tient en laisse deux petites personnes. Quand on tire cette carte dans le tarot, il sait qu'on subit cette notion de manipulation et d'une personne possessive, qu'on subit des choses qui sont à l'encontre de ce qu'on est. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On peut pas enlever le collier si on n'a pas la clé du cadenas qui est dessus ou si on n'a pas le matos pour le faire et si on ne nous laisse pas l'espace pour le faire. Il faut trouver quelque chose qui symboliquement va briser la chaîne en fait. Parce que c'est pas impossible, hein, mais c'est compliqué. Le premier mec que j'ai eu avait, je vais pas rentrer dans le détail, mais il avait ce rapport sexué vis-à-vis de moi. Je pense qu'il avait quelque chose à rattraper et donc à chaque fois qu'il m'a recontacté, grosso modo c'est lui qui a coupé les ponts la première fois en me disant qu'on se reverra plus, sans m'expliquer pourquoi, j'ai jamais compris ce qui s'est vraiment passé, mais ça a été quelque chose d'assez douloureux pour moi. Déjà il m'a un peu manipulé pour faire un peu ce qu'il voulait de moi. Quand c'est arrivé à la fin, quand il s'est rendu compte que ça collait peut-être pas pour lui, ou je sais pas, il a dit qu'il voulait plus qu'on se revoie, ça a été assez violent. J'ai essayé de le recontacter quelques jours plus tard. Ouais mais il se passe quoi en fait? Parce qu'il m'a pas dit clairement, en fait il m'a pas dit sur le coup clairement qu'on se reverra plus. Il avait passé la nuit chez moi, il s'est barré le lendemain. Il a mis un temps fou à se barrer d'ailleurs. Il a passé, je crois, 20 minutes dans sa bagnole. Ouais, parce que bon, c'était une nuit assez horrible. Et j'ai un peu zioté par la fenêtre, quoi. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. C'était bizarre. Et donc, 2-3 jours plus tard, sur MSN, on discute et tout. Et je lui dis, bon, faut qu'on règle ça quand même, grosso modo dans les grandes lignes. Hein. Il m'a dit, non, mais en fait, cherche pas, on se reverra plus. Entre toi et moi, il y aura rien. Faut accuser le coup, hein. Bon, on a continué un petit peu à discuter, sans plus. Faut dire que j'étais quand même, comme dirait mon père, ma tête elle a pas complètement noirci. J'avais vraiment pas beaucoup d'expérience, j'étais assez jeune et je me suis dit bon c'est comme ça, voilà, je vais me prendre un gros râteau dans la gueule. Il est revenu régulièrement, alors au début c'était tous les 3-4 mois, mais c'était pas pour se remettre avec moi ou quoi. En fait il notifiait qu'il était vivant régulièrement et que régulièrement, grosso modo, ce qu'il semblait vouloir c'était que je sois là à sa disposition pour coucher avec lui. Il est revenu au bout de 2-3 mois au début, après 3-4 mois, quand il savait que je passais à Metz, il m'a dit ah mais t'as qu'à me passer à la maison, t'as qu'à dormir chez moi, machin. Genre j'étais assez conne pour me dire que peut-être c'était une bonne idée. Il m'a dit tiens-moi au courant quand tu rentres de ta soirée. Au dernier moment il me dit non c'est pas la peine. Ou quand je lui dis je suis bientôt rentrée, et d'un coup c'est non. Je suis contente d'un côté que ça a été non parce que je m'en serais voulu de retourner et de passer la nuit avec lui. Mais du coup par la suite ça a été je pars en vacances en Indonésie. Puis bon moi j'étais étudiante à cette époque-là, lui il était ingénieur, il gagnait pas trop mal sa vie et tout, et je lui dis ça a l'air cool, il m'a montré les photos des endroits où il voulait aller, il me dit mais si tu veux tu peux venir avec moi et tout, je te paye le voyage. D'un côté c'est cool, d'un autre côté je lui dis pas les sous, il m'a dit je te paye le voyage. Dans ma tête j'étais là genre est-ce que j'aurais vraiment accepté que quelqu'un paye pour moi, et il m'a balancé à la suite juste dans la minute qui a suivi mais en échange tu couches avec moi. Ah bon en fait non, en fait laisse tomber. J'avais pas les moyens de toute manière, donc c'était même, enfin j'avais même pas de passeport en fait. Du coup je me suis quand même questionnée sur tiens ça pourrait être sympa l'Indonésie, est-ce que j'ai envie d'y aller machin, est-ce que tu crois que c'est faisable et tout. Et après il m'a mis cette condition où j'étais là genre ouais, mais en fait ce qui est marquant c'est que il est revenu régulièrement. J'ai dit 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an et 3 ans, 3 ou 4 ans après il m'a renvoyé un message. Je fais ah coucou ça va machin et tout. Je lui fais c'est qui? Il me fait c'est Nicolas, oui comme tout à l'heure hein, j'utilise un prénom lambda. Nicolas qui? Le Nicolas. En même temps des Nicolas j'en connais plein, parce que faut savoir que son vrai prénom est aussi un prénom très courant
courant, hein. Aussi courant que Nicolas. Bah ouais, mais en fait, des Nicolas, mais j'en connais au moins 5, quoi. T'es qui? Et moi, j'avais supprimé son numéro. Lui, pas. Il m'a dit, ça te dit, on se voit. Ah, il y a 4 ans qui sont passés. Je me dis, il a peut-être changé. Je serais curieuse de savoir ce qu'il est devenu. Et en fait, je devais le voir et finalement, j'ai annulé parce que, voilà, j'habitais quasiment dans la même ville que lui. Et que, en fait, il y a une copine qui m'a proposé de se voir. Oh, j'ai dit fuck off. Je me suis dit, il est pas prioritaire, en fait. Donc, je lui ai dit, écoute, il y a une copine que j'ai pas depuis longtemps et tout. Laisse tomber, on se verra pas. Plus de nouvelles pendant 3 mois. Et là, il revient au bout de 3 mois avec un message. Salut, ça va, machin. Tu fais quoi et tout. Je lui dis, ah, là, je suis posée devant la télé dans ma chambre. Ah, t'es habillée comment? Et là, je me dis, mec, t'as sérieusement un souci, hein. On m'avait déjà fait du chantage, du genre, à l'époque où on était plus ou moins ensemble. Ou non, là, le moment, juste au moment où ça a clashé, il a commencé à chercher des escortes. Ah, c'est 2700 € la nuit avec 2 escortes. Au bout d'un moment, je lui dis, écoute, mec, arrête de m'emmerder. Si tu cherches une personne avec qui coucher, tout simplement, il y a des professionnels pour ça et tu vas les voir, mais tu me laisses tranquille, en fait. Mais je comprends pas, pourquoi tu t'énerves comme ça, machin. Je dis, non, mais tu m'emmerdes, en fait. Donc là, ça faisait 5-6 ans que je le connaissais. Ça faisait 5-6 ans que, bon, pour moi, c'était fini, en fait. Parce qu'à la base, entre le moment où on s'est rencontrés, ça a clashé, il y a eu 4 mois qui sont passés, 3 ou 4 mois. Mec, ça fait 6 ans, quoi, lâche-moi. Faut arrêter au bout d'un moment. Et j'ai été obligée de le menacer, de contacter les gendarmes pour qu'il arrête. Il est revenu en début 2013, ça fait 7 ans, il m'a laissé tranquille. Je suis pas à l'abri d'un message. Par contre, ce coup-ci, je vais vraiment aller voir les flics, quoi. Genre, s'il revient aujourd'hui, mais je pense qu'il va manger cher, parce que j'ai plus de 19 ans, en fait. Ça, c'était le cas de ce mec-là. Je vais vous donner un autre exemple, qui est l'exemple d'un mec de qui j'ai déjà parlé, justement pour son côté toxique, et qui a essayé de m'imposer pas mal de choses. Je suis contente qu'il soit sorti de ma vie, c'est que ce gars-là, il a pas trop apprécié que je parle de lui sur mon blog, et en fait, il m'a demandé de complètement supprimer des articles. Bah, c'est retombé... la communauté où on s'est rencontrés, ils ont trouvé cet article. J'ai pas cherché spécialement à le montrer. Moi, je balance des trucs sur le blog. Après, c'est vu, c'est pas vu, je m'en tape. Mais c'était plus, enfin voilà, ça a un peu terni son image, le pauvre. Le pauvre, hein, c'était ironique. Hein. Bah, il a commencé à me harceler, à m'envoyer plein de messages en mode tu retires cet article. Ben, gars, je fais ce que je veux, en fait. Et ensuite, il est allé poser une main courante chez les flics. Il m'a envoyé la photo de la main courante. Ensuite, il a continué à m'envoyer des messages, genre au bout d'un mois encore. Il m'a laissé des messages sur le blog, en mode je mets un pseudo avec marqué un peu n'importe quoi dedans, parce que bon, tu comprends, j'ai pas envie que tu me traces, mais tu sais très bien qui je suis. Ce que ce mec, il a pas compris, c'est que j'ai son adresse IP, en fait, via le blog. Donc, mec, si je voulais vraiment, j'avais juste à faire un filtre sur ton adresse IP. Mais du coup, ouais, lui, s'est arrêté très vite. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Il m'a dit qu'il a déposé une plainte à la CNIL. Écoute, si ça te fait plaisir, j'ai rien fait d'illégal à ma connaissance. Mais du coup, lui, ça s'est arrêté. En fait, il y a quand même ce côté où, pendant une période, juste après, je vais revenir vers toi. Et si ça prend et je m'accroche. C'est ce qui s'est passé avec Nicolas. Je répondais à chaque fois à ses sollicitations, ce qui fait qu'il revenait à chaque fois régulièrement jusqu'au moment où je lui dis c'est bon, stop, ça suffit, arrête. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, parce que bon, ce serait pas étonnant qu'il revienne dans 3 ans en mode au fait, je retourne en Indonésie, genre voilà quoi. Et du coup, j'ai remarqué ça aussi avec l'autre. La meuf, elle laisse des messages sur WhatsApp, elle les supprime, ou je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'avais supprimé WhatsApp et j'ai réinstallé, ou je sais pas. Du coup, ça marque qu'il y a eu 3 messages, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je dis, il se passe quoi? Ah non, je me suis trompée de conversation. Ah, le truc. Mais on le sait depuis MSN, ce truc-là. Tu envoies un truc, tu l'envoies pas à la bonne personne et tu le fais exprès. Moi, je suis quasiment persuadée que c'était fait exprès. C'est peut-être pas vrai. Tant mieux, elle avait peut-être raison. Mais au bout d'un moment, quand on commence à cumuler autant de trucs, j'ai même pas parlé des messages qu'elle m'a fait quand je lui ai envoyé bouler après le fait qu'elle ait passé la nuit chez moi et qu'elle se soit imposée. Parce que là, il y a encore de quoi faire 1 heure de vocal, mais commence à me dire oui, machin. Je lui ai juste répondu, genre, c'est quoi ce message? Genre, peut-être qu'il y avait quelque chose, on sait jamais. On sait pas, et des fois, des personnes qui te recontactent, il y a peut-être une raison, il y a peut-être quelque chose de réel. Je lui ai juste demandé pourquoi elle m'avait envoyé un message, et ce qu'il y avait dans les messages. Je me suis trompée, j'ai voulu envoyer des photos, je me suis trompée de conversation. J'ai fait ok, elle fait oui, t'es pas obligé de me manquer de respect, machin. Voilà, ça y est, en fait, le fait que j'ai répondu au fait qu'elle ait mis des messages, c'était une ouverture pour qu'elle revienne. Genre, ça faisait 15 jours que je lui avais dit dégage. Et donc, ça m'étonnait pas, en fait. Les messages dataient de 15 jours après le moment où je lui ai dit tu sors de ma vie, en fait. Et là, elle a recommencé à essayer de relancer le contact,
mais en mode vénère, quoi. Ah, mais c'est bon, t'as pas besoin de me répondre comme ça. Genre, j'adore les gens qui mettent un ton sur les messages écrits, alors qu'il n'y a pas de ton. Faut arrêter ça, les gens. Il y a forcément la même phrase, 5 façons de la dire différentes. Mais en général, on entend celle qu'on a envie. Et du coup, comment j'ai coupé le truc? Mon message n'était pas une ouverture à ce que tu reviennes dans ma vie. Et elle a insisté, genre, mais je l'ai envoyé chier. Au bout d'un moment, je t'ai sorti de ma vie, c'est pas pour que tu reviennes. Chez moi, c'est définitif. Hein. Quand je te dis c'est bon, tu dégages, t'es toxique pour moi, faut pas chercher à revenir. J'ai été au point de me foutre de sa gueule pour qu'elle se casse. Des fois, un mal pour un bien, c'est pas mal. Mais voilà, donc en fait, il faut s'attendre quand on est dans une relation comme ça, où on a cumulé un peu tous les points que j'ai cités depuis tout à l'heure, où on se rend compte que cette personne n'est pas bonne pour mon bien-être et qu'il faut qu'elle sorte de ma vie, il faut s'attendre à ce qu'elle revienne. Si cette personne-là, elle est vraiment dans ce que moi je catégorise comme de la manipulation toxique, donc ce que certains appellent perversion narcissique, elle va probablement revenir. Moi, ça s'est vérifié souvent. C'est dingue à quel point les gens ne comprennent pas le non, en fait. C'est dingue à quel point on a une culture du non-consentement dans notre société. D'oublier volontairement, je pense, qu'une personne, en fait, elle a ses propres besoins, qu'on peut pas aller au-delà de ses besoins. C'est là où on crée des problèmes, en fait. Attendez-vous, si vous rencontrez une personne comme ça dans votre vie, que vous réalisez que cette personne est toxique pour vous et que vous avez décidé de la sortir de votre vie, attendez-vous à ce qu'elle revienne. Ne rien justifier et rester ferme. Rappelez-vous, si vous avez sorti une personne de votre vie, c'est qu'il y avait une raison. Et quitte à l'écrire, toujours pareil, hein. Moi, j'ai relu des trucs récemment dans mes journaux intimes. Punaise, j'avais oublié que la personne, elle m'avait fait ça. Là, en relisant ce que j'ai écrit pour cette bout de podcast, ce monologue, j'avais eu la présence d'esprit de poser à plat juste les thématiques pour savoir de quoi il fallait pas que j'oublie de parler. Et là, en vous en parlant, je me souviens de plein de choses, en fait. Attendez-vous à ce que la personne revienne. Attendez-vous à lui dire, non, tu n'es pas accepté dans ma vie, non, tu ne reviendras pas, et non, j'ai autre chose à foutre que de te répondre. Donc voilà, c'était un peu tout ce que je voulais partager. J'aime bien rentrer dans le détail, je raconte souvent des choses aux gens et je sais que j'ai jamais le temps de m'étendre comme ça, c'est peut-être aussi pour ça que je fais ça comme ça. C'est la prochaine fois que je parle encore de ça, de ma notion, de ce que c'est que pour moi la manipulation toxique, ce que moi j'appelle perversion narcissique. Du coup, j'aurai quelque chose à donner aux gens en mode, donc il est possible que si tu entends cette phrase-là, c'est que probablement mon moi du futur a dit j'ai fait un truc là-dessus. Je t'invite à aller l'écouter quand t'auras le temps. Parce que t'as pas envie que je monologue avec toi pendant 3 heures. Je sais que je parle beaucoup. Et c'est à ça que ça sert un blog. Donc le fait d'en croiser beaucoup, probablement qu'il y a quelque chose dans votre personnalité ou dans votre façon d'être. Je dis pas de changer, c'est pas mon pouvoir. C'est que de une, il y a peut-être quelque chose qui fait que ça attire ce genre de personnes. Peut-être juste qu'il y en a beaucoup et qu'on tombe souvent dessus. Que tout le monde tombe sur ces personnes, mais que les personnes arrivent à couper plus ou moins tôt, à s'en rendre compte plus ou moins facilement. Et le fait que des personnes comme moi, par exemple, ont beaucoup de ce genre d'expérience, c'est peut-être aussi que j'ai laissé la place pour ça. Donc déjà de réaliser ce qui fait que ça laisse la place pour ça. Ensuite réaliser de qu'est-ce qui vient empiéter sur ma vie et de savoir dire non, de savoir poser ses limites et de savoir comment se débarrasser de la personne. Ou juste lui empêcher d'avoir du pouvoir dans sa vie. On peut être amené à revoir ces personnes, mais c'est très important de savoir ne pas leur laisser la place. Si c'est une personne qui est dans votre entourage direct que vous voyez tous les samedis, ou que vous voyez à chaque fois qu'il y a l'apéro, je pense que très vite, envoyer bouler la personne 2 fois, 3 fois, ça va arrêter le truc. Plus que ça, il va falloir en parler avec vos amis et votre entourage en disant que cette personne vous fait du mal indirectement ou directement, que cette personne, vous la sentez pas, elle est toxique pour vous et que vous n'avez aucune envie d'être seul avec lui ou avec elle, qu'il est hors de question que vous échangez des mots avec cette personne. Moi, j'ai été claire sur des gens, pas forcément des personnes manipulatrices, mais des personnes qui sont juste toxiques déjà, ou fatigantes, ou j'ai pas l'énergie pour ces personnages, on n'est pas compatible avec tout le monde, ou le vécu de certaines personnes est lourd et le nôtre aussi, et qu'on n'a pas forcément envie de les confronter. Moi j'ai été claire avec des gens de mon entourage à plusieurs reprises dans ma vie de dire c'est simple, moi cette personne je la sens pas, c'est simple, moi cette personne je ne veux pas discuter avec lui ou avec elle, donc attends-toi à ce que je ne lui parle pas, je foutrai pas en l'air ta soirée, mais par contre si la personne insiste, ça risque d'arriver. Déjà être clair, ça permet déjà d'avoir une situation explicite en amont qui pourrait minimiser s'il y a un souci, minimiser votre implication dans la chose. En dehors du côté manipulation toxique, si par exemple il y a un mec qui a souvent eu les mains baladeuses en soirée ou qui s'est montré vraiment malsain, malaisant et que vous dites à vos potes ce mec-là me met mal à l'aise, je ne veux pas être seule avec lui. Si vous avez des bons potes ou des bons amis, ça se passera pas. J'ai le cas d'une copine qui nous a dit ça, le gars a essayé de s'imposer à dormir chez elle, indirectement parce qu'on passait la soirée chez elle et qu'on avait bu un coup. Elle savait que s'il dormait là, il allait essayer de faire des trucs avec elle. On était
était toute au courant de son côté prédateur et elle a été claire, elle a dit à ses potes, vous le ramenez bourré ou pas bourré, vous vous démerdez avec lui, mais il reste pas chez moi. Bah, il faut le faire parce que je pense que si vraiment elle avait pas osé le dire, elle avait pas insisté, s'il avait réussi à rester, il l'aurait violé clairement. Déjà on savait tout son côté prédateur, on l'a toutes ressenti et pas que. Voilà, être clair avec la personne aussi, lui dire je ne veux pas te parler, je ne te veux pas chez moi. Faut pas hésiter, si vous invitez des potes à une soirée qui disent on vient avec d'autres potes et que cette personne-là est là, de lui dire toi, tu ne rentres pas chez moi, tu dégages. J'ai été claire et je serai claire jusqu'au bout, je peux encore supporter voir ta tronche en soirée chez des autres sans avoir à te parler, mais que tu rentres chez moi, il est hors de question. Faut pas hésiter, c'est un droit que vous avez, c'est un devoir vis-à-vis de vous-même que de vous éviter les problèmes. Je sais que ça peut arriver, je sais que ça arrivera à certaines personnes d'entre vous, et moi ça m'est déjà arrivé. On s'en veut après si on laisse une personne re-rentrer dans sa vie. Là, quand je parlais du Nicolas, je m'en veux d'être allé aussi loin avec lui. Je m'en veux d'avoir cru que potentiellement il aurait pu se repasser quelque chose. Une première fois, 1 an après, une deuxième fois 4 ans après, parce que ça a fait que ça a filé sa présence dans ma vie et jusqu'au moment où je lui ai dit dégage, maintenant je suis vachement mieux. J'avoue que j'ai toujours un peu la peur de le croiser quand je vais dans des bandes de potes qui habitent pas loin de chez lui, de me dire ça se trouve on a des gens en commun, parce que j'ai connu des mecs qui ont fait la même école que lui. J'ai toujours cette peur de le croiser et de pas savoir comment réagir ou de me retrouver désarmée parce que je m'y attendais pas, et donc chaque fois que je me retrouve chez des gens qui habitent dans la même région, quand bien même c'est pas du tout le même milieu ni quoi que ce soit, la question elle est là. Et c'est relou quoi. Faut pas hésiter, si une personne est toxique dans ta vie, débarrasse-toi-en, parce que si elle te veut pas du bien aujourd'hui, elle changera pas dans 5 ans. Les gens ne changent pas, ou très peu. À moins qu'ils viennent te présenter des excuses, et encore. Non, je pense qu'il y a une partie de la personnalité, il y a le tempérament, apparemment c'est le tempérament le terme. Le tempérament qui est posé à la naissance, la personnalité, donc c'est un peu genre les racines, la personnalité c'est le tronc d'arbre, et il y a des choses qu'on peut pas bouger, qu'on peut très peu bouger. En psychologie, je crois qu'on dit que la majorité de la personnalité se fait entre 2 et 7 ans. Il me semble alors ça a vérifié tout ce que je vous dis parce que j'ai rien sourcé, mais j'avais lu aussi quelque part que le cortex préfrontal était vraiment finalisé vers 25 ans et que ça ancrait beaucoup de choses dans la personnalité, dans ce qu'est la personne. Croire qu'une personne change, non, moi j'y crois moyen. Nicolas, quand je l'ai connu, il avait 24 ans. Moi qui l'ai changé en 1 an, ce qui n'était pas le cas puisque je l'ai connu 1 an après. Ce mec-là, sauf s'il a eu une remise en question profonde, je pense pas qu'il ait beaucoup changé. Et je pense qu'il est toujours avec cette pensée que certaines femmes sont là pour que lui il puisse assouvir ses besoins, et avec cette vision qu'on voit beaucoup chez beaucoup d'hommes actuellement, malheureusement c'est encore là. Il y a une différence entre l'homme et la femme, notamment sur le plan sexuel. Je pense pas qu'il changera. Je lui espère qu'il sera moins toxique pour les autres, qu'il sera moins toxique pour lui-même. J'espère qu'il arrêtera d'être toxique pour les autres. Pareil pour l'autre, il avait 37 ans. Et puis la dernière aussi, elle était plus âgée que moi, donc je pense pas que ça change. De toute manière, on peut pas changer les autres. Donc moi, j'attends pas à ce que ces personnes-là, elles changent. Elles n'auront juste plus de place dans ma vie. Seulement pour donner des exemples de comportements toxiques. La seule chose qu'on peut changer, c'est nous. N'hésitez pas à partager vos expériences. En tout cas, je suis contente d'avoir fini ça. Allez, ciao!